Quand un ransomware frappe un hôpital, ce ne sont pas juste des infirmières et des médecins qui retournent au papier, ce sont des morts. Quand une PME est frappée par un ransomware, ce ne sont pas juste des PC bloqués, c'est toute une infrastructure bloquée, vos concurrents qui en profitent, et à la fin, la faillite et des licenciements. Et quand on y survit au ransomware, on peut s'estimer chanceux. Mais la pente à remonter pour relancer les systèmes est rude et dépend de la préparation en amont. Et cette menace est loin d'être théorique, car en quelques années, le modèle cybercriminel a profondément changé. Nous sommes passés d'attaquants isolés à de véritables structures industrielles, des groupes organisés, capables de mutualiser leurs outils, louer leurs infrastructures, industrialiser leurs campagnes, et désormais utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer le développement de nouveaux ransomware. Et puis aujourd'hui, dans beaucoup d'attaques, les cybercriminels sont présents depuis parfois plusieurs semaines, tapis dans l'ombre, avant même le déclenchement du ransomware. Ils observent les infrastructures, ils cartographient les réseaux, identifient les sauvegardes critiques, analysent les habitudes des équipes techniques, puis ils frappent au moment où ils sont le plus vulnérables. Le ransomware n'est pas le début de l'attaque, c'est souvent son aboutissement. Et face à cette montée en puissance, les entreprises réalisent progressivement qu'aucune protection n'est infaillible. Et oui, en cybersécurité, le risque zéro n'existe pas. La question devient donc comment survivre et surtout comment redémarrer. Évidemment, d'autres questions s'ensuivent. Comment détecter ce qui est réellement sain dans un environnement compromis? Car les pirates peuvent continuer de se nicher dans l'infrastructure si on n'y prête pas attention. Et puis, quels sont les réflexes prioritaires des responsables en cybersécurité lorsqu'une entreprise est paralysée? Pour creuser toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui un expert, Julien Mousqueton, fil de ciseaux Europe chez Cohesity, une entreprise qui est notamment spécialisée en sauvegarde, pour reprendre l'activité après un ransomware notamment. Julien Mousqueton est également le fondateur du site ransomware.live, un site bien connu des experts en cybersécurité qui monitore en temps réel les victimes de ransomware à travers le monde. Nous espérons que cet entretien vous plaira, vous informera. Nous sommes ravis d'avoir pu le mener. Et évidemment, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un like, un commentaire, à partager et booster la vidéo. C'est parti pour ce nouvel entretien de la chaîne Risque Intel Media. C'est quelque chose, je dirais, de stressant et d'excitant en même temps. Je dirais, c'est l'humain et l'humain. Au bout d'un certain nombre d'heures, ils doivent dormir, ils doivent manger. On laisse pas les gens reprendre leur voiture. Ça se passe pas le mardi à 14h. Ça serait faire le jeu, justement, des pirates. Ça serait peut-être intelligent de les utiliser et pas de les laisser dormir et à ne rien faire. C'est toujours ça de gagner. Le problème de ce type d'attaque, c'est la confiance. Parce qu'on reste aussi français. Dans combien de temps on va se faire réattaquer ? Bonjour et bienvenue à notre émission L'Angle d'attaque, qui est l'émission cybersécurité, business et stratégie. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de cybersécurité, mais plus particulièrement de backup. Alors, Julien Mousqueton, vous êtes fil de ciseaux Europe chez Cohesity. Bonjour Yasmine, merci de m'inviter à cette émission. Et donc oui, je suis fil de ciseaux Europe chez Cohesity. Donc mon rôle est d'accompagner nos forces commerciales, être en support pour parler au RSSI de nos clients, pour leur expliquer finalement l'apport de nos solutions. Et en parallèle de ça, je suis le développeur d'un site web qui s'appelle ransomware.live, qui monitore, on va dire en pseudo-temps réel, les victimes de ransomware à travers le monde. Et comme les journées font 24 heures, il me reste un peu de temps. Je suis aussi réserviste civil au sein de l'OFAC, donc l'unité anti-cybercriminalité de la police judiciaire. Et je donne aussi un peu quelques cours dans une école de cybersécurité, l'école 2600, qui forme des masters. Assez impressionnant. On peut dire que vous êtes passionné par la cybersécurité. C'est un sujet qui m'intéresse. Bon. Alors, on va commencer par le vrai faux probable de l'émission. C'est pas très simple d'y répondre parce que parfois on a envie d'étayer le propos, mais je trouve que c'est un bon exercice quand même pour une petite mise en bouche de l'émission. Alors, je commence par la première question. Le réflexe prioritaire d'un CEO devrait être de faire des backups sécurisés pour protéger ses données avant tout le reste, EDR, XDR, MDR. Je dirais probable. Et faux en même temps, parce qu'il faut que les deux soient montés en parallèle. On a besoin de ces solutions de détection périmétrique. Malheureusement, on sait et l'expérience nous a prouvé que ça ne suffit pas. Donc, il faut des solutions de sauvegarde sécurisées pour pouvoir redémarrer le business le plus rapidement possible et avec confiance. Le ransomware est passé de mode. Alors ça, c'est facile, c'est faux et archi faux. Il évolue. On passe à un modèle de ransomware as a service. L'IA aussi accélère énormément le développement de nouveaux ransomware. L'année dernière, je crois que ransomware.live en a référencé à peu près 140 ransomware attaquant des victimes entreprises. Plus de la moitié sont apparus l'année dernière.
Donc il y a vraiment une émergence de nouveaux ransomware. Donc non, c'est totalement faux. Les solutions de backup sont trop chères. Oh bah c'est faux, je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, il faut mettre ça en parallèle à ce dont ça protège. Combien coûte de payer une rançon à 7 chiffres ou plus? Combien coûte l'image de marque d'une entreprise quand on perd la confiance de ses clients ou de ses fournisseurs, de ses partenaires? Tout ça, ça a des coûts. Et aujourd'hui, je pense que non, c'est un bien nécessaire. Et surtout, la législation va dans ce sens-là aussi. Je pense à DORA et NIS 2. Les banques sont les seules entreprises à réellement prendre au sérieux la cybersécurité. Je dirais vrai et faux. Vrai parce que historiquement, il y a toujours eu une gestion du risque dans le monde bancaire. J'ai commencé ma carrière dans le monde bancaire, donc la gestion de risque a toujours été présente. Maintenant, ça s'est démocratisé et je pense que non, on retrouve ça dans la majeure partie des entreprises. Alors celle-là, je l'aime bien parce que je trouve qu'elle fait écho, en fait, ou peut-être sentiment du grand public de ne plus être écouté et de ne plus pouvoir rien faire sur ces données au vu de l'ensemble des fuites de données. Il ne sert plus à rien de protéger les données au vu du nombre de fuites de données. Ça, c'est totalement faux. Et ça serait faire le jeu, justement, des pirates. Par contre, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et donc, il faut mieux se protéger et prendre conscience de ce risque qui était peut-être négligé, on va dire, ou pas assez pris en considération ces dernières années. L'IA va rendre plus compliquée la protection de la donnée. Vrai et faux. Vrai parce que ça augmente la surface d'attaque. Tous les pipelines, les LLM, le shadow IA aussi qu'on rencontre de plus en plus dans les entreprises. Par contre, l'IA aussi aide à se défendre. Par contre, il faut que les équipes défensives prennent vraiment le virage de l'IA pour s'aider. C'est un accélérateur, que ça soit du bon ou du mauvais côté. Alors on va commencer maintenant l'interview, on va pouvoir rentrer plus en détail dans les questions. Alors évidemment, je ne pouvais pas commencer cette interview sans parler de l'actualité récente et je parle plus particulièrement de l'ANTS qui avait confirmé une fuite de données ayant concerné près de 11,7 millions de comptes utilisateurs. C'est énorme. Ça a fait beaucoup de bruit. On en a beaucoup parlé, mais finalement ce ne sont pas les seuls, puisque je rappelle justement, Bouygues vient également d'être frappé en fait par une fuite de données et la France apparemment se positionne en numéro 1 des fuites de données en Europe. Bon, c'est pas le palmarès qu'on aimerait mettre en avant, mais c'est une réalité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a finalement perdu la bataille de la donnée en cybersécurité ? Alors non, parce que aussi, si on le sait beaucoup, c'est qu'on a des règlements et des lois qui nous obligent à communiquer sur les fuites de données. Donc il y a déjà, par rapport à d'autres pays, où ça va rester discret, on va dire, ou non communiqué. En France, il y a des obligations, et en France et en Europe, de manière générale, de communiquer sur les fuites de données, de prévenir dans des temps très restreints. Donc c'est vrai que c'est déjà une avancée. Maintenant, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on a du retard pour protéger ces données. C'est un risque qui, pour moi, n'a pas été assez pris en compte. Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe, on a entendu le ministre annoncer un budget, on verra ce qu'il en est, mais pour justement, au moins les sites étatiques, solutionner, en tout cas éviter ce type de fuite. On verra ce que ça va donner, mais je pense qu'il y a vraiment une réelle prise de conscience maintenant des entreprises sur ce risque. Alors justement, pour rappeler ce que a annoncé donc, le ministre, on aurait 200 millions qui seraient donc alloués à la protection des systèmes d'information, mais on parle plutôt du secteur public. Moi, je pose quand même la question de savoir quid du secteur privé, parce que quand même 90% des entreprises en France qui constituent le tissu économique français sont des TPE-PME, et on le sait très bien en cybersécurité. Malheureusement, les TPE-PME ne se protègent pas assez, par faute de moyens, faute de sensibilisation. Donc c'est une vraie question. Alors, je me posais la question, quand on a un ransomware dans les premières heures, qu'est-ce qui est le plus dégradé ? Est-ce que c'est la technologie ? Est-ce que c'est le processus de crise ? Est-ce que c'est la coordination humaine ? Je dirais c'est l'humain et l'humain. La problématique, souvent, déjà, c'est que ça se passe, comme je dis souvent, ça se passe pas le mardi à 14h. C'est plutôt le samedi matin à 2h ou 3h du matin. Donc, il faut trouver les bonnes personnes, les réveiller, même s'il y a des astreintes, c'est jamais agréable. Et surtout, il faut avoir aussi les décideurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir un comité exécutif ou de direction qui soit prêt à réagir, qui connaisse les procédures, parce qu'il y a aussi de la procédure. Mais en général, la technique, ça se répare toujours. Il y a toujours des solutions. Les process qui soient bons ou moins bons, il suffit de les suivre. C'est souvent l'humain. Et je me rends compte en discutant beaucoup avec nos clients, on oublie aussi le côté justement humain au sens humanité. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un certain nombre d'heures, ils doivent dormir, ils doivent manger. Après 24 ou plus d'heures sans dormir, on laisse pas les gens reprendre leur voiture. Et c'est souvent un aspect qui est vraiment pas pris en compte, ou mal pris en compte, je trouve, par beaucoup d'entreprises.
Alors justement, je veux creuser ce point parce que finalement, on voit jamais ce qui se passe derrière. On entend juste les résultats, d'ailleurs qui sont relayés par les médias et qui aiment bien souvent taper du poing. Mais c'est quoi la réalité d'un expert en cybersécurité qui est en train de vivre une crise de ransomware? Parce que justement, vous parliez du fait de ne pas dormir, vous parliez du fait d'être en astreinte. Ça ressemble à quoi? Alors c'est quelque chose, je dirais, de stressant et d'excitant en même temps, parce que si on fait ce métier, c'est qu'il y a un intérêt. Et il y a quand même une excitation du chasseur, puisqu'on est censé... Enfin, on doit trouver ce qu'on appelle le patient zéro, par où est rentré l'attaquant, comment, quand, quelle technique. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être excitant, et ce qui fait tenir souvent d'ailleurs de longues heures. Ouais. Par contre, d'un autre côté, oui, on reste des êtres humains, et donc il faut en prendre soin de ces gens-là, et penser aussi à faire des roulements. On oublie aussi des fois que faut peut-être mieux commencer avec 2 personnes, et puis si on a 4 personnes, les 2 autres, les envoyer se coucher, puis qu'ils viennent prendre la relève. Parce que sinon, on se retrouve le lendemain matin, des fois, où il n'y a plus personne. D'accord, donc il faut se rappeler qu'on a des équipes. Et surtout, un point que moi que je trouve très important, c'est bien gérer sa crise. Là, par contre, on est sur du processus, et avoir des canaux de communication pour éviter qu'on ait et c'est quelque chose, bien sûr, que je n'ai pas vécu, un DSI ou un RSSI sur son dos en train de dire « T'es sûr, t'en es où, qu'est-ce qu'il en est ?» Oui, la pression. Et voilà, c'est une pression qui ne sert à rien. Il faut vraiment cloisonner et faire des canaux de communication cloisonnés. Il y a une personne qui reporte au RSSI, qui lui-même va reporter au board, pour que vraiment les opérationnels ne subissent pas cette pression qui est finalement néfaste et qui n'amène rien. Alors, justement, on le disait, Julien, vous travaillez chez Cohesity, donc c'est un acteur majeur du backup, de la sécurité, de la gestion des données d'entreprise. Et quand on parle de données, notamment dans le contexte actuel, et plus particulièrement en France, qui aime beaucoup se poser cette question de souveraineté, aujourd'hui, quelles sont les réponses que vous apportez à un client qui vous pose la question de la souveraineté de la donnée? Nos solutions rentrent complètement dans ce mode de souveraineté, puisqu'on a des solutions qu'on va appeler on-premise, c'est-à-dire qui vont être gérées par le client. Cohesity n'a pas accès aux données. On a un mode de ce qu'on appelle Bring Your Own Keys, c'est-à-dire que si le client veut chiffrer ses données, c'est lui qui vient avec ses clés de chiffrement, nous on ne les détient pas. On a une solution qui fonctionne dans des dark sites, on est utilisé par certains ministères, donc c'est vraiment, il n'y a aucune connexion avec Cohesity, donc on n'accède pas du tout aux données. Et en plus, on a une solution qui va permettre d'être utilisée dans des clouds, Secnum Cloud. On rend compatible dans du Secnum Cloud, on respecte les règles de l'ANSSI, donc avec des hébergeurs français ou européens. Donc on rentre totalement dans une démarche de souveraineté, quelque chose qui est aussi important pour nous, parce qu'on reste aussi français et on tient à nos données. Alors justement, pour creuser un petit peu ce sujet, quand vous dites finalement on leur donne la possibilité de chiffrer eux-mêmes leurs données, donc vous n'y avez pas accès, est-ce que ça veut dire que, parce que l'une des craintes en termes de souveraineté, c'est que potentiellement le gouvernement américain demande à des sociétés donc américaines de donner la donnée. Donc dans ce cadre-là, par exemple, vous ne pourriez pas transmettre cette donnée. On ne peut pas la transmettre, on n'y a pas accès. Voilà. Même chiffré ou pas, on n'y a pas accès, puisque c'est vraiment alors on a un mode cloud public, mais qui peut utiliser finalement en Europe, en France principalement, qui va plutôt être utilisé aux États-Unis puisque c'est dans leur culture. Maintenant, on commence à avoir des clouds souverains en France avec qui on travaille pour justement proposer notre solution et qui va être gérée par des gens français, et Cohesity n'a pas du tout accès à ces informations. Voilà, pas accès, peut pas donner. Voilà, si on n'accède pas, oui, on peut pas donner. Alors, parlons aussi de l'IA, parce que forcément, depuis 3 ans, c'est le grand mot sur tout. Et donc forcément, certains se posent la question, est-ce qu'on utilise l'IA de façon cosmétique, marketing, ou est-ce qu'elle a vraiment un impact profond sur les solutions? Je sais que vous, Cohesity, vous avez de l'IA justement sur votre solution. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, je vais déjà commencer par moi. Moi, j'utilise l'IA, alors, pas au quotidien, mais régulièrement, parce que pour moi, c'est un facilitateur et un accélérateur. Typiquement, quand je dois faire des comptes rendus de threat intelligence, donc d'attaques ou de choses, c'est quand même beaucoup plus simple, on gagne un temps fou. Bon, il faut relire, mais moi, ça me fait gagner du temps que je peux consacrer justement à nos clients. Et côté Cohesity, on améliore en permanence nos moteurs, nous, d'IA, pour la détection, puisqu'on a accès finalement en tant que solution de sauvegarde à toutes les données de l'entreprise. Donc on va pouvoir analyser, on va avoir de l'entropie pour analyser s'il n'y a pas des attaques, si on ne peut pas détecter des attaques qui n'auraient pas été détectées justement par toutes les solutions périphériques. Et ça arrive régulièrement. Et après, oui, on a aussi, puisqu'on s'est dit qu'on avait toutes les données de l'entreprise, ça serait peut-être intelligent de les utiliser et pas de les laisser dormir et à ne rien faire. Et donc oui, on a aussi une solution d'un moteur d'IA où le client peut même plugger ses propres moteurs d'IA pour faire de l'analyse sur ces données qui ont été sauvegardées. Ce qui permet aussi d'avoir de l'analyse sur des données postérieures, puisque quand on accède à un fichier, on a la donnée à l'instant T. Nous, on peut avoir toutes les dernières versions
Et donc, on peut remonter avec aussi un LLM tout l'historique d'un fichier ou d'une notice, d'un contrat, de ce qu'on veut finalement. Alors évidemment, sans citer de nom, Mmh. d'expérience, de ce que vous avez pu voir sur le terrain, quelle est l'erreur numéro 1 que vos clients font lorsqu'il s'agit de restaurer un système? Alors sur ces 5 dernières années de réponse à incident que j'ai pu faire, je pense que c'est de restaurer trop vite, justement, sans analyser vraiment le contenu, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans une attaque, il y a de la persistance, c'est-à-dire que les attaquants vont essayer de trouver une solution pour rester, créer des nouveaux comptes, utiliser, on va parler d'Active Directory, des GPO, sans rentrer trop dans la technique, mais pour justement se laisser des portes ouvertes, des backdoors aussi, pour pouvoir revenir. Et donc, ça, souvent, les gens oublient de faire toute cette analyse, et donc ils restaurent souvent le malware ou la backdoor qui a été créée. Et parce qu'il faut bien comprendre que les attaquants, ils savent comment fonctionne votre système d'information. Moi, j'ai même des exemples où les attaquants avaient une meilleure vision du système d'information que le client lui-même. Ah ouais. Parce qu'on a retrouvé des fichiers texte des attaquants où ils décrivaient vraiment les process, à quelle heure passaient les sauvegardes, combien de temps était la rétention, enfin, tout dans un fichier. Alors justement, vous diriez qu'il faut combien de temps pour restaurer sainement un système, c'est-à-dire s'assurer qu'on a restauré un système tout en sachant qu'il n'y a pas de backdoor qui reste, qu'il n'y a pas de potentielle réintrusion à la suite de ça? C'est compliqué parce que ça va dépendre du système, mais un système, et je ne parle pas de système d'information global d'une entreprise, ça va vraiment dépendre. En général, les premiers sont beaucoup plus longs puisqu'on ne sait pas toujours comment on a été attaqué ou comment les technologies utilisées par le pirate. Donc je dirais entre 3 et 6 semaines, mais si on parle globalement, on se rend compte, et on a encore quelques exemples dans la presse récemment, d'hôpitaux qui se sont fait attaquer il y a plusieurs années, qui commencent seulement à dire on s'en remet. En général, il faut 1 an. Voire des fois plus. Il y a aussi les problèmes de budget quand il faut racheter des serveurs. Parce que le problème de ce type d'attaque, c'est la confiance. Les attaquants, ce qu'ils veulent faire, c'est vous faire perdre confiance, et aussi que ce soit à vos sauvegardes, à tout. Donc tant qu'il y a cette perte de confiance, ça prend du temps de regagner la confiance. C'est comme entre deux humains, ça prend toujours du temps faire confiance à quelqu'un, et surtout quand on l'a perdu, de refaire confiance. Et là, c'est exactement la même chose. Alors, justement, j'en discutais avec quelques experts en cybersécurité qui me disaient qu'il fut une époque où le ransomware, l'objectif c'était de chiffrer la donnée, de récupérer la rançon et de partir avec, et puis ça s'arrêtait là. Et qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'attaquants finalement pas simplement chiffrer, mais également finalement corrompre les données, donc elles sont de moins en moins certaines. Et donc ça vient sur la confiance justement que vous mettez en avant. Est-ce que c'est un constat que vous voyez également? Tout à fait, oui. L'idée, c'est de perdre vraiment la confiance et la visibilité, puisque la confiance vient aussi avec la visibilité. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'attaques où les attaquants, la première chose qu'ils vont faire, c'est effacer les logs, essayer d'attaquer les sauvegardes, j'ai déjà vu même attendre que les rotations de sauvegarde soient faites et changer des clés de chiffrement de la sauvegarde. Donc les sauvegardes se passaient toujours bien, mais les données étaient chiffrées avec une nouvelle clé que la victime n'avait pas. Et donc au bout de 3 mois, qui était sa rotation, il n'avait plus de sauvegarde viable. Donc c'est pour ça qu'il faut, il y a vraiment une attaque, un suivi à faire, et surtout c'est vraiment la perte de confiance. La confiance, pour moi, c'est le maître mot pendant une attaque. Alors au début de cette interview, vous parliez justement de ransomware.live que vous avez créé. Et moi, ma question que je me pose, c'est que ça fait longtemps que vous regardez justement les ransomware, que vous les étudiez. Est-ce que vous avez vu son évolution sur les dernières années? C'est quoi les évolutions majeures de ce type d'attaque en termes de coordination, de mise en place de la part des attaquants? On est passé d'un mode indépendant, si je pouvais comparer au monde du business, à un mode vraiment industriel. Aujourd'hui, on sait que ce sont des véritables petites PME. Il y a des gens en charge du développement, il y a des gens en charge de la négociation, il y a même du marketing. Et sur les forums du dark web, on peut trouver des benchmarks de celui qui chiffre le plus rapidement que l'autre. On va avoir des gens dédiés à la formation, puisqu'on est dans un mode de ransomware as a service. Donc finalement, ils vont essayer de recruter des gens pour utiliser leur ransomware, et après, ils se partagent la rançon. Et ensuite, ce qu'on voit vraiment aussi, c'est qu'avant, ils restaient très longtemps dans le système d'information. Maintenant, on voit qu'ils ont vraiment plus peur, je pense, d'être détectés. Et ça peut aller très vite. On a des attaques entre l'intrusion et le détonnement du ransomware, l'impact, on va être des fois sur 24 heures, voire moins. Ok. Donc on est dans quelque chose finalement de plus rapide. On rentre, on sort. Voilà. On rentre en cambriole, on sort. Tout à fait. Et l'IA aide aussi, puisque maintenant on arrive, on a vu récemment
des systèmes qui permettaient, à partir d'une vulnérabilité, de créer finalement exploiter la faille, un programme pour exploiter la faille en moins de quelques heures. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que toutes les organisations sont structurellement exposées de la même manière au ransomware ou que finalement ça peut dépendre des secteurs? Tout le monde n'est pas touché de la même façon, on n'est pas une cible de la même manière. De ce que je vois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de distinction. Tout le monde est une Tout cible. le monde peut être une victime. Faut pas se dire, moi j'ai rien à cacher parce que j'ai déjà entendu. Ou voilà, non, tout le monde peut être, toutes les entreprises peuvent être une victime. Alors c'est sûr que plus vous avez une surface d'attaque, donc plus vous êtes exposé sur Internet, plus vous avez de possibilités d'être attaqué. Mais on voit dans certaines attaques assez récentes où finalement ils ont préféré attaquer des petites entreprises qui fournissaient des grands groupes pour finalement rebondir dans le grand groupe, parce qu'on a l'attaque par supply chain. Et donc on est vraiment dans ce type d'attaque. Donc pour moi, tout le monde, il n'y a plus d'exception maintenant. Ah oui, finalement, c'est ce qu'on dit toujours aux petites entreprises, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas la cible, en fait, vous allez être la porte d'entrée vers un plus grand groupe. Tout à fait, mais une fois que, même si c'est la porte d'entrée, ça coûte rien de chiffrer et de demander une petite rançon. C'est toujours ça de gagner. Oui, c'est toujours J'ai ça de envie de gagner. dire, si je peux me permettre. Alors, dans une crise réelle, est-ce qu'il est encore possible de redémarrer une activité sans avoir une vision précise et documentée de ce que l'attaquant a fait? Oui, on peut. Maintenant, c'est dans combien de temps on va se faire réattaquer? Ça D'accord. revient à ce que je disais, la confiance. S'il n'y a pas une confiance absolue dans ce qu'on restaure, bah, potentiellement, et moi je l'ai vécu, alors pas chez Cohesity, mais dans une précédente vie, des clients qui disent non, moi je ne suis pas les recommandations, je veux qu'on restaure très rapidement. Ben, on s'est fait rappeler quelques semaines après, ils se faisaient réattaquer, soit par un autre groupe, soit par le même groupe qui finalement avait laissé une porte ouverte pour revenir. Justement, c'était l'une de mes prochaines questions, c'était, on parle beaucoup de restaurer vite, restaurer vite, restaurer vite, et puis j'allais poser la question, c'est quoi la différence entre une restauration peut-être trop hâtive et pas assez documentée, et une restauration qui a été isolée, qu'on a fait avec plus de temps, je dirais plus de temps et plus de regard? Bah, c'est la pérennité du système et la confiance. J'insiste vraiment sur ce mot parce que pour moi c'est primordial, c'est est-ce qu'on a confiance dans ce qu'on restaure? Alors pour le futur, justement, à quoi va ressembler la gestion des données en situation de crise cyber au vu de toutes les nouveautés qu'on a, les IA qui sont intégrées au système, les environnements hybrides massifs? C'est quoi pour vous l'avenir, justement? Ah bah, ça complexifie bien entendu, mais les solutions sont là pour y répondre et évoluent aussi en même temps. Je pense que ce qui va vraiment être important et primordial, c'est vraiment d'avoir une console unique. Quand on intervient à 3 heures du matin, un week-end, s'il faut se connecter sur 6 consoles différentes pour aller voir ce qui se passe, alors unique. Au moins minimal, on va dire, un nombre réduit. Parce que j'ai eu des expériences où il fallait se connecter sur 5, 6 environnements. Donc il faut retrouver les adresses IP, quel login il faut utiliser. Alors quand on en a une ou deux, c'est beaucoup plus simple. Et on peut restaurer là plus rapidement. Alors justement, à la lumière de ça, c'est quoi la roadmap de Cohesity? Parce que quand on crée une solution, je comprends qu'il faut répondre à une problématique actuelle, mais il faut toujours regarder ce qui va se passer pour faire évoluer le produit. Donc c'est quoi la roadmap pour Cohesity? Alors, sans rentrer dans les secrets Oui. de roadmap, c'est bien sûr augmenter notre puissance de détection d'attaques dans les sauvegardes avec de l'IA. On améliore nos modèles en permanence. On travaille sur aussi à analyser les nouvelles attaques pour se préparer. Avoir aussi ajouté des indicateurs de compromission, c'est-à-dire ce sont des artefacts où on sait que si on le découvre, il y a probablement une attaque. On essaye aussi d'augmenter ce nombre pour être le plus exhaustif possible. Bien sûr, on travaille aussi avec tout l'écosystème cybersécurité. On améliore aussi ça pour être justement s'intégrer avec tout l'écosystème de nos clients. L'idée n'étant pas d'arriver en disant on vous impose d'utiliser telle ou telle solution, c'est de s'ouvrir le plus possible au monde de la cybersécurité, qui est un monde énorme. Donc, Ouais. on essaye de choisir les bons partenariats. Mais voilà, ce sont les deux évolutions pour moi majeures qu'on va avoir, aider à accompagner nos clients en cas d'attaque pour restaurer avec confiance le plus rapidement possible. Eh bien, merci Julien de nous avoir éclairé sur ces questions justement de crise, de données, de restauration également. Merci également au public qui nous a suivis. Donc aujourd'hui, on était sur l'angle d'attaque, l'émission cybersécurité, stratégie et business de Risque Intel Média, et nous avions Julien Mousqueton que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur LinkedIn pour ceux qui ont plus de questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est ce qui fait vivre cette chaîne et c'est ce qui nous permet de vous proposer un contenu de qualité. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur Risque Intel Média.